Bonjour. On va sauter les introductions puisqu'on a été si grandement présentés. Donc, d'abord, on voulait dire qu'on n'avait aucun conflit d'intérêt avec la présentation d'aujourd'hui. Aussi, vous allez voir, on va faire référence parfois à certains usagers, des extraits de témoignages de participants de nos projets de recherche respectifs. Bien entendu, des pseudonymes ont été utilisés dans tous les cas pour assurer de préserver la confidentialité des personnes dont on va parler. Oui. On voulait aussi prendre le temps de vous remercier d'être là, de vous intéresser à cette réalité-là. En tout cas, si vous vous intéressez pas, vous êtes obligé d'écouter. Puis au comité organisateur de nous avoir invités et j'en profite pour remercier Émilie, qui est mon partenaire de crime, de ta grande sensibilité puis ta vive intelligence. Très apprécié de travailler avec toi. C'est partagé. Donc, on voulait commencer aujourd'hui en partageant un bout de témoignage d'une participante à ma recherche. Donc, dans le cadre de mon projet doctoral, je vais à la rencontre de personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, qui ont connu l'itinérance ou qui sont en situation d'itinérance et qui reçoivent des soins palliatifs dans une trajectoire de fin de vie. Pour aller à leur rencontre, j'utilise, comme Gabrielle le mentionnait, des méthodes de recherche dites visuelles, dont une de celles-là est le photo-voix. Donc, ce que ça implique, grosso modo, c'est qu'en plus d'une première entrevue qualitative, semi-dirigée, plus traditionnelle, je demande aussi à mes participants et mes participantes de prendre des photos de leur quotidien en soins palliatifs, d'éléments qui contribuent ou qui compromettent pour eux le sentiment d'être au bon endroit pour vivre cette étape-là de leur vie. Ensuite, on prend un deuxième moment ensemble et on regarde les photos qu'ils et elles ont prises et ils m'expliquent un peu pourquoi ils ont pris ces photos-là, qu'est-ce qu'il y a derrière les photos, quel sens ils donnent à ces images-là. Et ils donnent aussi un titre à chacune des photos. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vais vous partager des extraits. J'ai récemment terminé la première collecte de données avec le photo-voix. Donc, c'est bien sûr des analyses très préliminaires et des impressions à chaud là, des témoignages qui m'ont été confiés. Donc, ici, je partage avec vous un extrait du témoignage de Marie. Marie, je l'ai rencontrée alors qu'elle recevait des soins palliatifs de fin de vie dans une maison qui offre du soutien aux personnes qui vivent avec le VIH. C'est un lieu que Marie connaissait déjà parce qu'elle y avait reçu du support à différentes époques de sa vie. Et quand elle a appris qu'elle avait un cancer incurable, Marie a choisi et demandé de recevoir des soins palliatifs à cet endroit-là. Quand je l'ai rencontrée, elle me confiait « C'est clair, net et précis. Les prochaines semaines, les prochains mois, aller du côté de la vie. Jusqu'à temps, comme je te dis, jusqu'à mon dernier souffle. Je vais marcher comme ici-bas, comme dans la chanson, là. Je vais me battre encore plus parce que mes enfants, j'aimerais vivre une histoire avec eux. Pourquoi que là, je l'ai demandé puis que je l'ai eu? Ils disent dans bien des choses que j'écoute, on n'est pas assez à l'écoute de ce qu'on fait, puis c'est pour ça qu'on se rend pas compte. Mais souvent, les demandes qu'on fait, ils nous aident quand c'est nécessaire. Mais on s'en rend pas compte, puis c'est vrai. Mais quand tu es sur le bord de mourir, tu es plus connecté. Je suis plus connectée sur beaucoup de choses qu'avant, j'aurais pas porté attention. Là, je porte attention puis je réalise que j'ai passé à côté de bien des choses. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, fait qu'on dirait que c'est comme un peu aigre-doux, en fait, être connecté. Et là, Marie, échappant un rire qui avait l'air justement un peu aigre-doux, m'a dit, ouais, aigre-doux. C'est bien dit, ça. Donc, on vous présente cet extrait-là parce qu'il met bien en contexte, je trouve, en fait, il laisse bien entrevoir comment s'intéresser à l'expérience des personnes en situation de très grande précarité, leur expérience, en fait, des soins palliatifs lorsqu'ils y accèdent. Comment ça peut nous stimuler à réfléchir à des pistes d'intervention qui pourraient être déployées, j'ai l'impression, bien en amont de la fin de vie. Parce que c'est aussi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est aussi aigre-doux comme chercheur, comme soignant, mais même comme citoyen plus largement, de se rendre compte de cette connexion-là qui s'établit in extremis à la fin de la vie. Juste avant de plonger dans notre présentation, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour identifier un peu nos angles morts. Je pense que l'itinérance, c'est un mot qui est quand même assez fort
peut-être laisser monter, ça peut être même des préjugés que vous avez, des premières impressions, peu importe, pour qu'on habite un petit peu intérieurement ces pensées-là, puis qu'on puisse, peut-être qu'on va y répondre à travers la présentation. Ça nous amène à nos objectifs. On va pas nécessairement, je vais pas les lire, là, mais en gros, on va vous parler des données de santé qui sont malheureusement catastrophiques. On va parler des besoins, des attentes, des craintes des gens en situation d'itinérance par rapport à leur fin de vie. Puis, ensuite de ça, ben, on va essayer de regarder s'il n'y aurait pas des nouveaux partenariats de recherche puis des nouvelles idées qui ça pourrait nous susciter après ce qu'on aura regardé. Puis, notre itinéraire, ça me fait rire parce que depuis ce matin, j'écoute les présentations pour on dirait qu'on a un peu les mêmes mots, comme s'il y avait une intelligence collective qui nous traversait. Fait qu'en gros, en plus, quel beau thème, les bains nordiques aujourd'hui, à vous que vous auriez envie d'y aller. Donc, premièrement, on va s'ouvrir les pores, on va sortir de la maison. Après ça, on va plonger dans un bain froid, on va regarder un peu les statistiques. Puis, on va essayer de mobiliser nos énergies puis aller voir les implications pour la recherche puis aussi au niveau clinique. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on entend par itinérance? Donc ici, vous avez la définition de la politique nationale québécoise de lutte à l'itinérance qui décrit l'itinérance comme un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté pour une personne d'avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s'y maintenir. Et aussi à la fois par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. Donc, c'est une définition qui est assez intéressante parce qu'elle parle pas d'impossibilité d'avoir accès au logement, mais de la difficulté. C'est aussi une définition qui fait référence non seulement au fait d'avoir un toit, mais que ce toit-là, ce domicile-là remplisse certains critères. Cette définition-là se conclut aussi avec cette phrase qui dit que l'itinérance s'explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s'inscrivent dans le parcours de vie des personnes. Donc, c'est une définition qui est vraiment plus complexe et nuancée que l'idée qu'on peut se faire au premier abord de la personne en situation d'itinérance comme étant nécessairement quelqu'un qui est à la rue, qui dort à la rue ou encore qui est utilisatrice des grands refuges. D'ailleurs, l'itinérance peut peut-être être mieux compris comme un continuum qui irait de situations d'itinérance visibles, qui font référence aux situations que je viens tout juste de mentionner, à certaines situations qui référeraient à l'itinérance invisible, qui serait à l'autre bout du continuum. Donc, de ce côté-là de l'itinérance plus invisible, on va avoir les personnes qui sont logées provisoirement, par exemple, donc qui vont faire ce qu'on va appeler du couchsurfing, donc se déplacer d'un endroit à l'autre, soit chez des amis, des connaissances, des membres de la famille. Il va aussi avoir encore plus invisibilisé les personnes qui vont être logées, mais de façon non sécuritaire. Donc, qui vont avoir accès à un logis, mais qui est peut-être insalubre ou peut-être que ce logis-là, à l'intérieur de ce domicile-là, il y a des relations qui sont toxiques, voire abusives. Donc, on pense par exemple à des situations de violence conjugale où la personne va demeurer à cet endroit-là pour avoir justement un toit, mais on peut pas vraiment y faire référence comme un domicile ou une maison. L'itinérance aussi, elle peut être comprise comme rassemblant différents types d'itinérance. Donc, on aurait l'itinérance qui est chronique, qui est établie depuis de nombreuses années. L'itinérance qui est cyclique, où la personne va vivre des épisodes d'itinérance visibles ou invisibles qui vont être entrecoupés de périodes où elle est domiciliée. Et l'itinérance situationnelle, qui est souvent, qui vient souvent à la sortie d'une institution. On pense par exemple à des longues hospitalisations ou encore une période de détention. La personne va se retrouver sans domicile à ce moment-là. Parfois aussi, ça va être des cas de rénoviction ou d'éviction. Et ça devient assez complexe, en fait, parce que parfois, l'itinérance situationnelle va quand même être la conséquence d'une situation qui, elle, est chronique. Par exemple, on peut penser à quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie avec un syndrome de Diogène, qui va avoir accumulé beaucoup d'objets, qui vont faire qu'à un certain point, son domicile est devenu insalubre, elle se fait évincer de son domicile, et là, elle se retrouve en situation d'itinérance situationnelle, mais qui est la conséquence d'une situation chronique qui s'est maintenue durant plusieurs années, puis qui s'est peut-être même intensifiée.
Voilà. Donc, plus on laisse aller les choses, plus les personnes vont vivre en situation d'itinérance longuement, mais plus ça devient complexe de les accompagner et de les accompagner vers la sortie aussi de l'itinérance, parce que je pense que vous allez le comprendre puis le voir, ben l'itinérance, ça use le corps, mais ça use les nerfs puis ça use l'esprit aussi. Ça nous amène à regarder, est-ce que c'est un phénomène très petit, puis dans le fond, on peut fermer les yeux? Est-ce que c'est quelque chose de plus majeur? En fait, les données, ben on n'en a pas tant que ça. Heureusement, on en a des récentes. Fait que je vous parle de ça. 2018, il y a des recensements assez régulièrement, mais c'est surtout pour identifier les personnes en situation d'itinérance visible. Donc, en 2018, ça dure 24 heures. Il y a des gens qui passent puis qui comptent les gens en situation d'itinérance visible. Donc, c'est les gens généralement dans la rue, qui fréquentent les refuges, etc. Fait qu'en 2018, on est arrivé à peu près autour de 6 000 personnes dans cette situation-là au Québec. Et évidemment, vous vous doutez que c'est une grande sous-estimation là, de la réalité. Pour savoir c'est qui vit cette grande précarité sociale qui va de l'itinérance visible à invisible, on a quelques données, des estimés en fait. En 2005, on arrivait à peu près à 30 000 personnes. Puis en 2011, il y a une étude qui est sortie qui disait que pour chaque personne en situation d'itinérance visible, donc qu'on voit dans la rue, il y en avait 23 en situation d'itinérance invisible. Puis pourquoi? Ben pour plein de raisons, c'est à documenter, mais aussi c'est qu'ils ont à peu près les mêmes statistiques de santé qu'on va voir tantôt. Puis on a un recensement qui est sorti, on a eu les données en septembre de mémoire, mais c'était un recensement qui avait été fait l'année d'avant. Puis on voit une augmentation de 44 de la situation de l'itinérance visible. Donc, je vous laisse faire les calculs par rapport à la situation de l'itinérance invisible, mais clairement, il y a un enjeu probablement d'une montée là, des situations qui ont causé l'itinérance. On pense à la COVID-19, par exemple, à la crise des logements, etc. Ici, vous avez une ligne du temps que j'avais mis en forme quand je préparais mon examen doctoral pour... je me rendais compte à ce moment-là que dans les dernières décennies, on avait mis en chantier des grandes réflexions sociales entourant ce qu'on a appelé ici au Québec le mourir dans la dignité, puis en parallèle aussi à la lutte à l'itinérance. Donc, il y a eu ces deux grands chantiers de réflexion-là qui ont été mis en branle, mais il y a eu peu de ponts qui se sont créés entre les réflexions et entre les actions qui ont été mises en branle à la suite de ces réflexions-là, autant les politiques, les commissions qui ont été mises en place. Pourtant, il me semble que dans les deux cas, on s'intéresse à la même chose, c'est-à-dire la dignité, que ce soit dans le mourir ou dans le vivre. Donc, jusqu'à très, très récemment, avec l'appel à partenariat d'Excellence Santé Canada, qui cherche en fait à améliorer l'équité dans l'accès aux soins palliatifs pour les populations en situation d'exclusion, dont une des populations visées est les personnes en situation d'itinérance, bien, il y avait très peu de ponts entre les deux milieux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le travail de Diane Tapp, la co-directrice du réseau qui nous accueille aujourd'hui, leur travail avec l'Institut Michel Sarrazin. Ils ont répondu à cet appel-là, puis déjà, il y a des choses très intéressantes qui ressortent de leur recherche. Mais avant ça, il y avait très, très peu, comme je vous dis, de ponts. Donc, dans tout ce qui est littérature grise entourant la fin de vie, ben on fait peu mention des personnes qui sont en situation d'exclusion. Et dans toute la littérature, pas la littérature, mais la littérature grise qui s'intéresse en fait au soutien des personnes en situation d'itinérance, mais on mentionne très peu le mourir, la fin de vie de ces gens-là, puis comment on pourrait mieux les accompagner. Ce que ça a comme conséquence, c'est que même si la loi québécoise sur les soins de fin de vie reconnaît à tous le droit d'avoir accès à des soins palliatifs, bien, il reste que c'est très largement compromis pour les personnes en situation d'itinérance encore aujourd'hui. Ce qui est très paradoxal, je pense que vous allez le comprendre assez rapidement, étant donné les conditions de santé qu'on retrouve au sein de cette population-là. Donc, on est dans le bain froid. Les données de santé, en gros, là, au final, malheureusement, énormément de maladies chroniques, beaucoup d'enjeux de santé mentale, beaucoup de dépendance à l'alcool ou aux drogues, 4 fois plus de cancers, une espérance de vie nettement moindre, là, 42 à 52 ans pour les hommes en situation d'itinérance, donc c'est la moitié, pas mal, la moitié de la population générale. Un taux de mortalité 3 à 4 fois celle de la population générale, puis un vieillissement prématuré. Ça tend à changer, mais généralement, on perçoit l'entrée dans
le vieillissement ou le grand âge, autour de 65 ans. Évidemment, c'est des choses qui vont changer avec prochainement, mais les gens qui sont en situation d'itinérance, on dit que leur point d'entrée, c'est plus autour de 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va voir davantage des grands syndromes gériatriques à cet âge-là. Ça peut être des démences, ça peut être de la perte d'autonomie, ça peut être de l'incontinence, etc. Pour des ressources, on va le voir plus tard, vraiment pas adaptées à cette situation-là. Et pour ceux qui sont qui font des travaux cliniques, là, on le sait que moi, c'est impossible de référer en gériatrie ou en gérontopsychiatrie à cet âge-là. Là, c'est une photo d'une personne que j'ai accompagnée que les intervenants m'ont identifié en refuge, donc il y a 80 quelques années. Cet homme-là, puis il dormait sur ce lit-là. Il y avait une démence avancée, de l'incontinence, donc tout ça dans un contexte de refuge. C'est sûr que lui était très âgé, donc c'est comme un survivant. C'est une histoire qui finit bien. Finalement, très tranquillement, il est allé en résidence pour personnes âgées, puis là, il est rendu chez son frère là, dans une autre région. Donc, il s'est même rapproché de sa famille. Mais malheureusement, là, c'est rarement des histoires qui finissent aussi bien. Ça m'amène aux données d'accès aux soins. Tu sais, moi, quand je vois ces données-là, je me dis, mon Dieu, j'espère qu'il y a un tapis rouge qui est déroulé vers les soins de santé. Mais malheureusement, c'est complètement l'inverse. Donc, on a très peu de contact avec les soins de santé dans la communauté. Fait que c'est très difficile de diagnostiquer les enjeux de santé puis d'orienter ces personnes-là au bon endroit. Il y a évidemment plus de consultations à l'urgence. C'est comme un peu la seule porte d'entrée facilement, du moins, on va dire accessible pour ces populations-là. Ce que la littérature nous renseigne, les lieux principaux de décès, je pense que on le voit beaucoup dans les médias, malheureusement, mais ça va être dans les lieux publics. Ça va être dans les refuges, ou encore, des fois, soit qu'ils sont amenés décédés à l'urgence, ou encore, ils décèdent très peu de temps après être arrivés. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, finalement, pour les accompagner dans cette période-là. Il y a peu de contact avec les ressources en soins palliatifs. On se rend compte, ça me fait penser à la présentation de ce matin par rapport aux gens seuls. On a un peu plus de difficultés à... La SPAD fait un super travail, mais on a plus de difficultés à leur donner des soins. Fait qu'il y a moins de soins palliatifs à domicile, puis moins d'accès à un médecin à domicile dans les quartiers défavorisés. Puis, la résultante, je vous épargne des heures et des heures de revue de littérature, décès souvent seul, mal soulagé, puis loin des ressources en soins palliatifs, alors qu'on l'a vu, la mortalité puis les comorbidités nous auraient fait espérer à d'autres statistiques. Donc, cette exclusion-là de la sphère de la santé, mais aussi de nombreuses autres sphères sociales, ça peut être associé au phénomène de la marginalité. En fait, ça en est une conséquence et c'est aussi comme à la source, en fait, de cette marginalisation-là. Être dans la marge, c'est en quelque sorte être là physiquement sans y être vraiment socialement. Vivre la marge, c'est vivre dans un entre-deux. Le mourir... En fait, cet entre-deux-là, il y a beaucoup de chercheurs qui vont référer à l'entre-deux en parlant de liminalité ou d'état liminal. Et le mourir, c'est un peu comme l'état liminal par excellence, alors que la personne en fin de vie est à la fois du côté de la mort et de la vie, des mourants et des vivants. Le concept de mort sociale fait aussi référence à un état liminal, alors que ça implique d'être vivant, mais en se sentant un peu mort socialement. Ce sentiment-là de disparition de l'espace social qui s'impose graduellement alors que les personnes en viennent à internaliser un discours implicite ou parfois, disons-le, plutôt explicite qui est envoyé par les institutions sociales quant à leur inutilité, quant à leur insignifiance, quant à la futilité de leur rapport dans le tissu social. Les personnes qui sont les plus à risque de vivre ce phénomène-là de la mort sociale, ce sont les personnes âgées et ou les personnes malades et ou les personnes justement en situation de marginalité. Des personnes donc qui ont déjà en fait l'expérience de la liminalité. Et ça, j'ai l'impression à plusieurs niveaux parce que avec les données que Marie-Hélène nous présentait, je pense qu'on peut se demander si les personnes en situation d'itinérance vivent pas aussi un état liminal avec cette expérience-là de vieillissement précoce. Ça provoque chez plusieurs personnes
ce qui va être appelé une asynchronie entre l'expérience de leur corps puis l'expérience de leur esprit puis de leur cœur, qui est pas loin finalement d'un état liminal, il me semble. Plusieurs personnes en situation d'itinérance vont parler en fait du fait d'avoir l'impression d'être jeunes de cœur, mais étonnamment vieux de corps. Elles vont confier pas comprendre comment elles en sont venues à être si malades si tôt dans leur parcours de vie, puis de leur point de vue si rapidement. Pour beaucoup, dans le contexte, ça va devenir extrêmement difficile, voire même impossible de se reconnaître soi-même comme étant mourant ou mourante. On peut en venir à se demander si dans cet entre-deux-là de la marginalité, si la liminalité de la mort et du mourir peut être vécue. Et si oui, comment ça se vit, ça? Ça soulève plein de questions qui sont à la fois troublantes, mais très, très importantes, je pense, à se poser. Comment on vit la mort quand on n'a pas eu pleinement la possibilité de vivre sa vie? Comment on vit sa mort quand on a survécu à de multiples situations limites parce qu'elles ont mis à mal notre intégrité physique, notre intégrité sociale, ce qui fait de nous une personne digne et à part entière. Est-ce qu'on peut être un survivant puis un mourant en même temps? Ou encore, est-ce que c'est possible de se sentir étrangement plus vivant en mourant? Un peu comme dans le témoignage de Marie. Puis si ça arrive, ça, est-ce que c'est toujours vécu comme aigre-doux ou ça peut se vivre autrement? Il y a une philosophe, Amy Arbin, qui écrit beaucoup sur l'accès aux soins palliatifs en contexte carcéral. Et je trouve que ces réflexions peuvent être éclairantes pour penser l'accès aux soins palliatifs des personnes en situation d'itinérance aussi, parce qu'elles se questionnent plus largement sur ce qui fait, ce qui en contexte d'exclusion est invivable, puis ce qui pourrait rendre la vie des personnes en situation d'exclusion plus vivable, y compris leur fin de vie. Selon Arbin, en contexte de fin de vie, le fait, entre autres choses, de simplement reconnaître que la personne devant nous est une survivante et que de ce fait, elle en connaît déjà probablement pas mal sur la finitude puis sur l'entre-deux qui y mène, ben ça peut permettre à la personne de vivre plus pleinement peut-être sa fin de vie en apparaissant de façon aussi plus pleine à la fin de sa vie. Comme un peu en écho au propos de la philosophe, vous voyez ici une photo qui est extrait du quadriptyque de photos que Marie a pris, qu'elle a intitulé « Les survivants ». Bien sûr, la photo est floutée pour préserver la confidentialité de la personne qu'elle a pris en photo. Mais Marie a pris ces photos-là, cette série de photos-là, pour témoigner de cette communauté-là à laquelle elle se sentait appartenir. Une communauté justement formée de tous ceux qui, disait-elle, avaient survécu à presque tout et qui apparaissaient au seuil de leur vie devant sa lentille. Michel, que j'ai rencontré dans la dernière année, fait justement dans cet extrait-là que je vous partage un pont entre ce statut-là de survivant et les préoccupations qui peuvent occuper l'esprit des personnes qui ont vécu l'itinérance à la fin de leur vie. Donc, quand je l'ai rencontré, il me disait « Je suis bien dur d'approche de ce côté-là ». Et là, il faisait référence à ses expériences d'itinérance, mais aussi de consommation, de criminalité, de détention. Là, je peux parler, mais c'est bien dur de me faire parler. Tous ces côtés-là de ma vie, je parle jamais de ces côtés-là. Je suis très secret, extrêmement. Si je le dis des fois, c'est parce que je sens que ça me causera aucun problème. Je le sens parce que je sais à qui je parle. J'ai 70 ans et je suis vivant encore. La maladie me tue, mais pas le restant. On voit bien, en fait, toute la méfiance de Michel envers les intervenants, autant ceux de longue date que ceux qui sont plus récemment dans sa vie, mais aussi la confiance fragile qu'ils ont envers le système. Tout ça, ça se transpose aussi dans la photo qu'il a prise de la fenêtre de sa chambre en milieu hospitalier. Une fenêtre par laquelle on entrevoit dans la mince ouverture sous le store qui était brisé, puis à travers les mailles du grillage de sécurité, un paysage qui est fait uniquement de béton et de briques. Avec le recul, alors qu'il me décrivait le contenu de cette photo-là, après avoir été transféré dans une unité spécialisée en soins palliatifs, il me disait que cette photo-là faisait référence au mauvais endroit pour vivre cette étape-là de sa vie. Il se sentait pris là-bas. Il n'y avait pas d'horizon. On pourrait se dire qu'il n'y avait pas d'espoir, en quelque sorte. Le témoignage de Michel, je trouve qu'il met bien de l'avant l'importance de naviguer sensiblement la ligne entre la reconnaissance implicite et explicite des expériences de vie des personnes, de faire preuve de transparence pour regagner leur confiance, de rencontrer les personnes là où elles se trouvent dans leur cheminement, puis de respecter leur rythme en laissant les portes les plus ouvertes possibles si le dialogue est souhaité à un certain moment.
ça amène la question c'est sûrement sur vos lèvres, hein, c'est quoi le bon endroit finalement? En fait, la littérature, on en a beaucoup dans le pas très peu au Québec, mais beaucoup dans le reste du monde sur les préoccupations, les besoins puis les préférences des gens en situation d'itinérance par rapport à leur fin de vie. Fait que je vais y aller en point de forme un petit peu. En gros, là, les éléments, puis ça me fait penser, petit détail, c'est, moi, je fais ma maîtrise, c'est ça, sur le mourir en situation d'itinérance, puis j'ai questionné, il y a un aspect de revue de dossier, mais il y a aussi un aspect que j'ai questionné plein de gens qui avaient accompagné des gens en situation d'itinérance devant leur fin de vie, et j'ai aussi questionné des gens en situation d'itinérance qui vivaient avec une maladie grave et incurable. J'ai pas bien de mérite parce que je travaille en refuge toutes les semaines. Fait que c'est comme des conversations qu'on a quand même assez fréquemment et j'en ai utilisé pour ma recherche. Fait que vous allez voir quelques petits extraits là, par-ci et par-là. Fait qu'en gros, il y a une diversité de soins en termes de niveau d'intervention médicale, le niveau de soins en langage commun. Il y en a beaucoup qui vont avoir peur de l'acharnement thérapeutique. Donc, ils ont crainte de ça. Il y en a quand même aussi beaucoup qui vont souhaiter qu'on fasse tout, le tout pour le tout, comme un petit peu par réparation des manques qu'ils ont eus, qui sait. Dans tous les cas, ils ont tous une crainte d'avoir des soins de fin de vie de mauvaise qualité. Ils ont peur de la mort, mais évidemment, dans le sens que ce sont des êtres humains, mais ça se décline un petit peu, ça se teinte d'une autre façon du fait qu'ils ont eu des contacts, malheureusement très répétés avec des morts difficiles, des morts violentes, des morts traumatiques, des morts solitaires, avec d'autres gens en situation d'itinérance qu'ils côtoient là, tous les jours. Ils ont peur de mourir de manière anonyme. On le voit beaucoup dans la littérature. Après la mort, on recherche la famille, on doit contacter les policiers. Finalement, c'est des corps qui ne sont pas réclamés. Fait que quand même, malheureusement, ça se concrétise dans le réel, là. Mais il y a une crainte justement de mourir de manière anonyme. C'est sans surprise d'apprendre qu'ils veulent être traités avec respect, dignité, franchise et sans jugement. Ils souhaitent un environnement familier, ce qui est un petit peu différent peut-être de monsieur et madame tout le monde. C'est qu'ils cherchent plus un face of care plutôt que place of care. Remarquez que ça peut se décliner chez tout le monde aussi, mais l'important d'avoir des visages familiers. On va revenir un petit peu tantôt sur c'est qui ces visages-là familiers pour eux. Une fois qu'on sait qu'est-ce que ces gens-là souhaitent, maintenant, pourquoi que ça n'arrive pas? On a vu les statistiques tantôt. Il y a aussi des études qui ont été faites sur les barrières qui sont identifiées par les gens en situation d'itinérance, les intervenants travaillant auprès d'eux. On va regarder ça. Il y a un gros concept qu'on voit en médecine et toxicomanie puis en itinérance, c'est la notion de compétition des besoins. Ce que ça veut dire, c'est que le souhait d'être soigné, de s'occuper de son corps ou de sa maladie n'est pas toujours la priorité numéro 1. Moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir à négocier ces besoins-là, puis la compétition qui les anime avec les gens que j'accompagne. Exemple, qui vont tout de suite vous mettre une image. J'ai accompagné l'autre jour un monsieur qui avait un diabète, on va dire terminal, et probablement aussi une atteinte des vaisseaux, donc une atteinte vasculaire, puis il s'en allait perdre son pied. Puis je négociais à essayer de mettre ça dans sa priorité de la journée, mais lui, sa priorité, c'est si je vais à l'urgence, je vais perdre ma place en refuge, fait que j'aurais plus nulle part où habiter. Fait que ça vous donne quand même, c'est quoi la compétition des besoins. Un autre élément très, très crucial, c'est celle qui est en lien aux dépendances. Ça rentre aussi dans la compétition des besoins. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des sevrages qui sont plus dangereux que d'autres. Fait que quelqu'un qui boit, moi, des fois, j'ai des gens que j'accompagne qui vont boire à chaque 30 minutes. On n'est plus dans le plaisir, là. On est vraiment dans l'idée de calmer les symptômes de sevrage, mais aussi d'éviter la mort, parce que les sevrages d'alcool peuvent mener jusqu'au décès. Donc, vous pouvez vous imaginer que quand ils ont un examen à aller faire à l'hôpital, ben on va pas leur donner de l'alcool à l'hôpital et malheureusement, nos institutions ne reconnaissent pas la dépendance comme étant une maladie à traiter. Donc, ils vont éviter d'aller vers les soins de santé pour éviter des symptômes de sevrage qui peuvent être dangereux. Ça l'amène un enjeu qui est le fait une autre des barrières, c'est le fait que nos institutions, autant nos hôpitaux, nos maisons de soins palliatifs, nos cliniques externes, les soins à domicile,
On ne reconnaît pas la notion assez importante en médecine des toxicomanies qui s'appelle la réduction des méfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre image qui va vous parler, le temps des fêtes arrive. On va permettre aux gens de boire, on va pas leur empêcher de boire, mais on va réduire les méfaits reliés à cette consommation-là en offrant Opération Nez Rouge. Donc, buvez, mais prenez un chauffeur pour revenir chez vous. C'est la même chose, c'est de ne pas s'attendre à ce que l'abstinence soit le souhait de tous et le souhait ou même la possibilité pour tous, et de faire avec la consommation en essayant de réduire les méfaits associés à cette consommation-là. C'est ce qui fait que ça n'est malheureusement très peu présent dans nos hôpitaux. Puis pour vous donner une idée de l'impact de cette absence-là, de cette philosophie-là dans nos milieux de soins, les hôpitaux, c'est un endroit où on voit beaucoup de mortalité chez les gens utilisateurs de drogues intraveineuses parce qu'ils se retrouvent à l'hôpital. On n'a pas traité leurs symptômes de sevrage ou on les a jugés là-dedans, donc ils n'en ont pas parlé ou peu importe la raison. Ils vont aller consommer parce que c'est un besoin. Ils vont le faire dans des conditions qui sont pas comme d'habitude. Donc, ils vont aller aux toilettes toutes seuls. Ils savent pas trop les doses. Ils font ça de manière cachée. Ils n'ont pas leur environnement qu'eux-mêmes avaient créé qui était sécuritaire. Donc, ils vont décéder ou vont faire une surdose à même notre milieu de soins. Donc, c'est pas banal là, comme enjeu. Évidemment, tout ça, les dépendances, les conditions de vie puis le passé des gens en situation d'itinérance peut avoir un impact aussi sur la gestion de symptômes. Ça peut être dû à la tolérance, par exemple. Mais si c'était que de la tolérance, ben ça serait pas si compliqué. On monte les doses puis on passe à d'autres choses. Mais il y a quand même une réticence de nos spécialistes, incluant en médecine palliative, même si on est tous très humains. Des fois, c'est un inconfort, une incompréhension, un manque de formation. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de discrimination. Un manque de respect, puis ça amène une perte de confiance envers le système pour ces gens-là. Donc, évidemment, ils vont pas avoir envie de venir nous voir quand ils sont en recherche d'aide. On continue. Il y en a beaucoup. On l'a vu dans les autres présentations, hein, on est très bon à identifier les cancers, à s'occuper des gens qui ont des cancers. En tout cas, je pense qu'on n'est pas pire. Mais c'est plus difficile quand on sort de ces maladies-là. Donc, en situation d'itinérance, souvent, c'est justement des maladies chroniques avec une trajectoire peut-être un peu plus imprévisible, surajouté à un mode de vie imprévisible. Donc, on a de la misère à identifier c'est qui aurait besoin de soins palliatifs. Mais aussi, il y a un manque de formation des gens dans le communautaire qui accompagnent les gens en situation d'itinérance sur ce qu'est les soins palliatifs puis comment on peut les accompagner. Il y a un manque aussi de formation pour les soignants en général sur c'est quoi vivre en situation d'itinérance, c'est quoi vivre avec une dépendance. Très concrètement, il y a une tension réelle qui existe entre donner des soins puis la sécurité de l'intervenant. Moi, ça m'arrive souvent, comme ça, c'est une photo de mon milieu de travail. Ça m'arrive souvent de donner des soins dans des métros, dans des pioles, dans des endroits évidemment pas toujours sécuritaires. Puis on le fait d'une façon du mieux qu'on peut, mais il y a des fois effectivement un réel enjeu. Il faut sortir, on peut pas rester. Puis c'est une chose de me l'imposer à moi, mais évidemment on peut pas imposer ça à tout le monde, la préposée, l'infirmière. Il n'y a pas tout le monde qui a le même niveau de, il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise dans ces situations-là et c'est bien correct. Un autre élément assez important, c'est le peu de support social pour aider dans les soins. On l'a vu dans la présentation ce matin, là, quand on est seul, plus de transferts à l'hôpital, c'est plus difficile d'accompagner ces gens-là, puis on se rend pas compte, mais notre milieu de soins palliatifs, les gens qu'on voit en soins palliatifs, le plus souvent, ils ont des proches qui vont aider dans les soins, puis quand on n'a pas ça, bien, on se retrouve un petit peu démunis. Et l'absence de logement en soi, c'est vraiment, important de réaliser que, par exemple, les gens qui sont en situation d'itinérance ne peuvent pas s'inscrire, ça va changer, j'ai su qu'il y avait ça a peut-être même déjà changé, mais ils ne peuvent pas s'inscrire sur le guichet d'accès pour les médecins de famille parce que l'adresse qu'ils ont à donner, ça serait celle du refuge, ce n'est pas comme une adresse domiciliaire. Mais aussi, tout simplement, il y a plusieurs CLSC qui vont dire, ben là, nous, on peut pas aller en refuge, on peut pas aller adapter la salle de bain, on peut pas travailler dans ce contexte-là.
Donc, simplement, le fait de ne pas avoir de logement au sens, mettons, normatif du terme va limiter les soins pour ces personnes-là. Donc, je pense que à travers toutes ces données-là, on peut se dire peut-être que finalement, l'idée de ce qu'on pourrait appeler la bonne mort, ben on pourrait, j'écris déconstruire notre idée de la bonne mort, mais peut-être déconstruire notre idée que cette bonne mort-là soit si différente que ça pour les personnes en situation d'itinérance. Parce que je pense que on veut tous une fin de vie la plus digne, la plus paisible possible, avec du respect, de la franchise. On veut tous, si on en a envie et besoin, avoir la possibilité d'être en lien puis de se raconter. Ce qui diffère surtout pour les personnes en situation d'itinérance, c'est peut-être plus la possibilité d'être confrontée à ce qui serait considéré par elles, mais par pas mal tout le monde, je crois, comme une mauvaise mort, c'est-à-dire une mort en solitaire, une mort anonyme, une mort violente, traumatique. L'idéal des soins palliatifs, c'est un idéal qui est fortement marqué par cette idée-là de la bonne mort. Puis c'est un idéal qui est souvent lié, bien qu'on sait que c'est pas possible, ni même souhaitable pour tous, à l'idée de vivre sa mort à la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir à la maison? Mourir à la maison, c'est mourir dans un milieu de vie qui est le nôtre, un milieu de vie qui est empreint de notre histoire puis de notre identité et entouré des gens signifiants qui ont finalement fait de ce milieu de vie-là la maison. En ce sens-là, j'ai l'impression que les soins palliatifs visent toujours un peu à permettre à la personne de mourir en se sentant le plus à la maison possible, en allant justement favoriser ces éléments-là qui sont identitaires, biographiques, relationnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la maison, pour une personne en situation d'itinérance? Qu'est-ce qui fait la maison? Considérant que beaucoup d'entre elles ont eu une expérience ambivalente de la maison. Donc, certaines vont jamais vraiment s'être senties à la maison dans des lieux qui auraient dû être considérés comme une maison, comme le domicile familial, par exemple. Ou encore, parfois, c'est le contraire. Elles vont se sentir à la maison dans des lieux où elles peuvent pas vraiment en faire une maison, des endroits transitoires, des refuges où elles peuvent pas vraiment s'installer, mais où elles se sentent à la maison. Donc, ce sentiment-là d'être à la maison se fait vraiment plus, comme on disait, le face of care, donc par le lien que par le lieu. Les multiples définitions de l'itinérance aussi, elles nous permettent de bien comprendre que c'est pas qu'une question d'habitat, mais surtout de relations et de blessures relationnelles puis de ruptures relationnelles, l'itinérance. Et finalement, je pense qu'il faut considérer la notion d'hospitalité, comment ça vient être bousculé dans l'expérience de l'itinérance, cette notion-là d'hospitalité. Non seulement comment on fait pour accueillir les personnes en situation d'itinérance pour qu'elles se sentent à la maison, mais comment, en fait, ça impacte leur propre capacité à accueillir l'autre. Je vous raconte brièvement là, une anecdote avec mon dernier participant que j'ai rencontré. Ça a été très, très complexe avec lui, comme avec tous mes participants, de trouver le moment pour s'asseoir une deuxième fois ensemble pour regarder les photos. Si, bien sûr, des fois, c'était à cause des traitements qui faisaient que leur énergie était moins là, je pense qu'il y avait beaucoup quelque chose de relationnel qui se déployait dans ces allers-retours-là. On se donnait rendez-vous, je me déplaçais, on prenait un moment ensemble, mais on finissait jamais par faire cette entrevue-là. Donc, tant et aussi longtemps qu'on s'assoyait pas pour regarder les photos, ben le lien perdurait, tu sais. Il y avait quelque chose qui se préservait. Puis quand j'ai fini par rencontrer mon dernier participant, le matin même de cette rencontre-là, il m'a envoyé un petit texto, on communiquait par texto, puis il m'a demandé c'était quoi mon type de liqueur préféré, parce qu'il voulait m'acheter une liqueur pour m'accueillir. Et il m'a demandé... en fait, j'ai dit que je buvais tout le temps de l'eau. Puis il m'a trouvé bien drôle. Voilà, puis il voulait s'assurer en fait que j'allais être là l'après-midi pour aller le rencontrer. Puis quand je suis arrivée dans sa chambre, il recevait des soins palliatifs en refuge. Pour la première fois, il avait tout fait le ménage de sa chambre. C'était un lieu qui était vraiment bordélique, il avait de la difficulté à trouver ses repères dans ce nouveau milieu de vie-là. Et là, tout était rangé. C'était dans le temps de l'Halloween, il avait mis un petit bol avec des bonbons, puis il avait allumé une bougie. Puis le fauteuil gériatrique à côté de son lit était tout spick and span. Je pouvais m'asseoir sans hésiter, alors qu'habituellement, je me trouvais comme un petit coin pour m'accoter un coin de fesse. Et quand je suis rentrée, il m'a dit « Est-ce que ça sent bon quand on rentre à la maison? »
Et là, il s'est repris tout de suite en disant dans la chambre, comme il s'est presque excusé d'avoir dit à la maison. Puis là, ça a ouvert la porte, en fait, pour explorer un peu qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, la maison. Puis c'est justement là qu'il m'a parlé longuement de son incapacité pendant presque toute sa vie à avoir un endroit à lui où il pouvait accueillir quelqu'un. Puis comment c'était signifiant pour lui d'avoir cette chance-là à ce moment-là de sa vie. J'aime tout. C'est pas la première fois que je l'entends, mais à chaque fois, ça me touche, cette histoire-là. Donc, ça nous ouvre vers notre dernière partie, tenez bon. On avait envie de réfléchir avec vous sur les nouveaux partenariats de recherche, nouveaux peut-être pas, mais en tout cas, regarder un petit peu ces éléments-là. Le milieu communautaire, c'est le sujet un peu du congrès aujourd'hui. On avait envie de rappeler à quel point c'est le rôle central du milieu communautaire dans le mourir en situation d'itinérance. En fait, souvent, l'intervenant communautaire, c'est le seul accompagnant de fin de vie que l'individu va avoir eu. Puis même dans la littérature, c'est assez clair, l'intervenant communautaire, l'intervenant de rue, peu importe, là, ce sont les proches significatifs déterminés par les gens en situation d'itinérance. Aussi, même si des fois c'est pas possible, en fait, la plupart du temps, sauf exception, à Montréal, on a la Maison du Père qui fait des soins palliatifs en refuge, mais sinon, je pense pas qu'il y a tant d'exemples comme ça. Mais il reste que les gens, des fois, ils veulent quand même, c'est leur milieu de vie, c'est leur maison, ils aimeraient ça passer leur dernier moment dans ce milieu communautaire-là. Ici, j'ai un extrait avec Alain qui était très, très, très malade. Puis, lui est encore en contact avec sa famille qui habitait quand même assez loin. Mais il y a eu plusieurs épisodes de maladie. Puis, à chaque fois, la personne la plus significative, c'était toujours Martin, Sylvie, Julie. C'est toutes des gens qui travaillent au refuge. L'enjeu, c'est que les gens, les intervenants communautaires portent beaucoup de chapeaux, beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer. Ils ont des tâches qui peuvent s'apparenter au rôle d'un préposé, d'une infirmière, d'un accompagnateur psychosocial, d'un agent de sécurité, etc. Et c'est pas nécessairement explicité dans leur définition de tâches. Puis comme c'est pas nommé, il y a aussi aucune préparation à ces différents rôles-là. Aussi, ils sont pas préparés à accompagner des gens en fin de vie. Et pourtant, on l'a vu, c'est surreprésenté. Il y a un manque aussi flagrant de formation en soins palliatifs et en toxicomanie pour les intervenants du communautaire, même s'ils côtoient cette réalité-là tous les jours. Et il y a aucun suivi post-mortem. Donc, quand il y a un décès, des fois, ils l'apprennent. Moi, ça m'est arrivé souvent moi, je le savais parce que j'étais la clinicienne au dossier, mais eux, ils vont l'apprendre par les journaux, parce que c'est souvent des morts traumatiques, etc. Ici, j'ai une entrevue avec Martin, un intervenant communautaire, qui me parle d'une personne qui a vécu presque la fin de vie. Ouais, la fin de vie dans son refuge. Puis il nous explique, là, il nous dit, il était beaucoup dans la consommation, dans la dépendance. C'était quelqu'un qui a vécu toute sa vie en situation d'itinérance avec l'historique. Puis, donc ça, c'est le côté d'intervenant qui était fort. Mais côté médical, quand il arrivait, puis qu'il n'était vraiment pas bien, pas confortable, il fallait qu'on l'aide à rentrer dans sa chambre. Qu'il a fallu qu'on l'aide à se déshabiller. Plus la job d'un préposé, finalement. Donc ça nous amène des questionnements en lien avec les organismes communautaires pour des recherches futures. Comment mettre en valeur le rôle central dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins en fin de vie pour les personnes en situation de vulnérabilité structurelle? Comment intégrer une approche palliative des soins là où ces populations vivent et meurent? Comment y faire du repérage précoce? Comment mieux identifier la famille choisie ou les proches significatifs des personnes en situation d'itinérance? Un autre grand élément de recherche que j'ai pas fouillé, parce que s'il y en a qui ont des choses à dire plus intelligentes que moi, j'ai pas fait des années de recherche, la littérature là-dedans, mais ça m'a surpris à quel point l'aspect des deuils et des rituels était très peu exploré. Les questions, moi, qui me viennent, en fait, je vais vous raconter l'anecdote avant, ça va vous mettre en situation, c'est un peu cocasse. Le graffiti que vous voyez est marqué « Chapeau ». Chapeau, c'est quelqu'un que moi, j'ai accompagné dans la rue, là, qui avait des enjeux de santé, puis il est décédé. C'est quand même une belle histoire au sens où on l'a accompagné quand même assez tôt, puis je pense qu'on a réussi à adresser certains des enjeux qu'il vivait. C'est un monsieur très connu, c'est un monsieur âgé, c'est un monsieur coloré.
Puis, quand il est décédé, moi, je me suis beaucoup questionnée, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les rituels, comment on peut célébrer la vie de cet homme-là. Puis, je questionnais les intervenants communautaires, puis eux, on était tous en réflexion. Puis ensuite, j'ai rencontré un autre patient qui le connaissait, puis qui me dit, ben là, voyons, on l'a déjà tout fait, ça. Fait qu'il avait fait un graffiti au nom de Chapeau sur une roche. Puis si tu allais voir l'autre côté de la roche, ben c'était une plaque commémorative à Monseigneur, je sais pas quoi. Fait que Chapeau avait sa plaque commémorative aussi dans un parc de Montréal. Et aussi, il avait pris une toile, puis tout le monde dans la communauté, ben pas tout le monde, mais beaucoup de personnes avaient mis leurs petites traces, même les chiens avaient mis leurs pattes. Fait que il y avait quelque chose qui s'était passé. Fait que ça amène aux questions quand même. Il se passe des affaires, évidemment, mais que savons-nous du processus de deuil chez les personnes en situation d'itinérance? Puis que savons-nous du deuil chez les intervenants communautaires? Les impacts, comment ça se passe? Quel support est possible? Je vais rapidement sur les barrières d'accès. En fait, moi, je me questionne, comment s'attaquer à la compétition des besoins puis être rehaussé dans cette liste-là, si on peut dire, autant dans nos unités de soins PAL, nos cliniques externes à domicile. Comment aussi mieux aborder les enjeux de dépendance? Comment ça s'exprime dans nos milieux de soins? Comment on peut aussi mieux les accueillir, ces gens-là? Comment diminuer la discrimination? Il y a aussi très peu d'études sur la répercussion sur notre gestion de symptômes, donc ça, c'est à documenter. Et finalement, la paire aidance, Émilie va vous en glisser un petit mot, mais en gros, c'est d'avoir des gens qui ont vécu l'itinérance et qui sont stabilisés, comment j'aime pas le mot utilisé, mais les engager, les impliquer pour aider dans l'accès aux soins. Puis, comment développer une stratégie de bas seuil pour augmenter la capacité de donner des soins palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous connaissez nos critères d'accès en soins PAL. Là, souvent, c'est moins de 3 mois, des niveaux de soins. Tout ça, c'est bien précis pour des gens qui, on l'a vu, ont une trajectoire de soins beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme palliativistes, pour leur permettre un meilleur accès? Puis un petit clin d'œil à ouvrir nos horizons sur des sites de soins non traditionnels, donc des sites de soins alternatifs pour aller davantage de l'avant pour rejoindre ces gens-là. En plus, on a une étude qui nous montre que c'est beaucoup moins cher donner des soins à même les refuges. Et on a des études qui nous montrent que les services de réduction des méfaits, exemple, les endroits où il y a des sites d'injection supervisés, pourraient être des endroits clés pour faire du repérage précoce ou identifier des gens à soigner. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de pistes pour des recherches ultérieures. Mais est-ce qu'on avait envie peut-être de clore la présentation là-dessus? Puis peut-être que je vais couper un peu court, puis on aura l'occasion de toute façon de s'en reparler quand on se croise. Mais c'était en fait l'importance peut-être d'adopter une posture qui serait plus critique des soins palliatifs, des soins en général, mais des soins palliatifs. Une posture grâce à laquelle on est en mesure de peut-être mieux questionner nos présupposés puis de reconnaître notre propre implication dans les phénomènes d'exclusion qui affectent les personnes qu'on soigne et ou auprès desquelles on fait de la recherche et avec lesquelles on fait de la recherche. Amy Arbin, dont je vous parlais en début de présentation, définit un peu qu'est-ce que l'éthique palliative qui serait peut-être un petit peu plus critique. Et elle va dire l'éthique palliative auprès, et là, elle parle des populations qui sont en contexte d'incarcération, mais je pense que ça peut, encore une fois, être plus largement appliqué aux populations marginalisées. Cette éthique-là doit aller au-delà des notions de droit du mourant au confort puis au respect de ses dernières volontés pour tenir en compte de toutes les dimensions de l'oppression qui ont porté préjudice à ces personnes-là jusqu'à leur mort. Donc, porter attention aux moyens par lesquels les soins de santé puis les autres systèmes pourraient mieux soulager la souffrance en ce qui a trait à l'oppression, la marginalisation puis la mort sociale, c'est la tâche de la politique palliative. Donc, dépasser, en fait, une éthique qui serait plutôt appuyée sur des concepts moraux pour aller vers une éthique plus politique qui reconnaît, en fait, la complexité du vivre ensemble puis comment on est tous interreliés dans ces situations-là. Donc, voilà, il y a une chercheure à Glasgow qui réfléchit beaucoup présentement le tournant
de l'équité de l'accès des soins et qui, elle, parle de la nécessité non seulement de se réveiller aux inégalités d'accès, mais aussi de se positionner. Donc, il faut pas juste wake up, mais we have to stand up aussi. Donc, se positionner dans nos, pour s'arranger, en fait, pour qu'il y ait un alignement entre qui on est comme citoyen, comme chercheur, qu'on puisse apparaître peut-être dans nos agendas de recherche puis laisser entrevoir nos convictions. On avait certaines pistes constats, en fait, terrain qui ont émergé dans la conduite de nos recherches parce que, en fait, comment ça se passe, tout ça, comment ça peut s'incarner même dans nos démarches de recherche. Puis, puisqu'on termine tranquillement, pas vite, nos projets de recherche, ça commence déjà un peu les réflexions à poindre par rapport à comment ça peut s'incarner. Mais je pense qu'on est court sur le temps, donc on va se laisser peut-être sur ce dernier mot-là. À la toute fin de ces petites constatations-là, il y avait la nécessité, en fait, de créer du lien entre les participants, les chercheurs, entre les intervenants et les chercheurs, entre les chercheurs puis les membres de la communauté. Puis je pense que ce lien-là, on en parle et on en parle et on en parle encore. Puis c'est ce qui va permettre, en fait, peut-être de rendre que la recherche devienne un prétexte pour créer du lien qui va permettre, en fait, de rendre plus facilement accessibles les soins à la suite de ces recherches-là. Mais ultimement, pour ce qui est de l'itinérance, je pense que ce qui est important, c'est on parle souvent de l'itinérance en disant qu'il faut y faire la lutte, qu'il faut mettre fin à l'itinérance, on veut l'itinérance zéro, mais peut-être qu'il faut un peu changer notre perspective puis se demander qu'est-ce qu'il faut ajouter plutôt que qu'est-ce qu'il faut éliminer. Puis je pense que la réponse, c'est justement le lien. Puis si les projets de recherche peuvent être une occasion d'en créer du lien, c'est juste tant mieux. Voilà.